Je ne sais pas vous. Oui, vous. Celles et ceux qui ont déjà fait un infarctus. Mais moi, après le mien, je me suis sentie comme un zombie. Toujours la peur aux trousses. Vous savez, la peur de la récidive. Alors c'est de cette peur que nous allons parler dans ce nouvel épisode d'Infarctus avec le docteur du cœur. Donc, je voulais commencer cet épisode avec un petit épisode qui m'est arrivé il y a 15 jours de ça. Comme tous les 3 mois, je vais voir mon médecin contraint et forcé depuis que j'ai ces petites pilules que je dois gober chaque jour. On devait regarder ma prise de sang par rapport au cholestérol. J'étais agacée en fait de mes résultats parce que j'ai fait hyper attention. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de manger du sucre, j'ai arrêté le fromage et ma prise de sang et mon cholestérol étaient un tout petit peu plus élevés que d'habitude. Je me dis, ben non, c'est pas possible. Donc j'étais agacée. Et donc le médecin me demande comment je vais et je lui dis, ben voilà, je suis agacée, je lui explique pourquoi. Et on commence une discussion. Et d'un coup, je sens en moi monter une petite voix qui me fait coucou, je suis là. Et je sens que les trémolos commencent à arriver. Je, comme, je commence à avoir envie de pleurer. Et je me dis, mais j'ai quand même pas pleuré. Ça fait 2 ans et demi que tu as eu ton infarctus. Tu vas quand même pas te mettre à pleurer devant ton médecin pour une histoire de prise de sang. Et en fait, bon, j'ai réussi à pas pleurer. Je lui ai rien dit. J'ai essayé de faire bonne figure. Et en fait, je me suis dit, mais tout tu m'as fait là, Céline. Et en fait, c'était la peur. En fait, j'ai Alors, j'ai eu peur. Et j'ai eu la petite voix de la peur qui était tu bien l'identifies planquée. très bien. Ouais. Tu Et, l'identifies très bien, ouais. et en fait, la peur a été très, très présente au début de l'infarctus. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti, qui a dirigé ma vie pendant très longtemps. Et là, elle se fait oublier parce que je vais mieux, parce que j'ai repris une vie à peu près normale. En tout cas, dans la normalité, je pense que je peux avoir. En tout cas, bien, je suis bien. Et je me dis, en fait, elle est planquée. Elle est planquée. Et je pense que ça, pour avoir rencontré plusieurs personnes qui ont fait des infarctus ou des maladies chroniques hein, comme ça qui arrivent, on en parle très peu, on cache. Et je voulais voir justement avec toi par rapport à tous tes patients que tu as, si c'est quelque chose de récurrent. Moi, j'ai l'impression que ça fait partie aussi d'une vie d'après. Alors, je pense que tu soulignes plusieurs choses importantes dans ton témoignage. Alors, déjà, la première chose que je soulignerais, c'est que tu as essayé de ne pas pleurer devant ton médecin, de ne pas lui montrer. Et je pense que le médecin est là aussi, justement, pour accueillir cette peur et pour pouvoir y répondre. Parce que si tu montres pas ta peur et tes angoisses, tu vas rentrer chez toi avec. Ça va tourner en boucle. Tu vas chercher, certains vont chercher sur Internet des choses qui ne les concernent pas, ou des mauvaises données, ou des choses qui vont aggraver l'angoisse. D'autres vont rester avec en se disant ah, la prochaine fois, je lui demanderai. Et en attendant, ça tourne, ça tourne. Alors que ben, nous, c'est notre rôle justement de rassurer, ou en tout cas de dire les choses telles qu'elles sont. Ensuite, concernant les autres personnes, je pense qu'effectivement, une personne qui a fait un accident cardiaque serait plus à même que moi de dire si elle a eu peur, mais je ne vois pas comment tu peux traverser ça sans avoir peur. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as compris que tu aurais pu mourir. Je ne vois pas ce qui peut faire plus peur que ça. Et donc, forcément, ça remet en perspective beaucoup de choses. Ça réveille, je pense, nos peurs les plus profondes, les peurs de mort. Et d'autant plus quand on ne sait pas expliquer exactement d'où ça vient. Comment rationaliser le fait que ça ne puisse pas revenir ou recommencer, puisqu'on n'a pas réussi à mettre le doigt précisément sur la cause. Puisque on met des traitements sur des hypothèses, mais on n'a pas forcément vérifié toutes les hypothèses. Et donc, c'est quand même légitime de se dire, vu qu'on n'est pas sûr d'où ça vient, vu qu'on n'est pas sûr de traiter la bonne chose, comment est-ce qu'on peut être sûr que ça ne va pas revenir? Donc, effectivement, on ne peut jamais en être sûr, parce qu'on n'est sûr de rien en médecine, mais plus on traite les facteurs de risque cardiovasculaires, et ça par contre c'est démontré, plus on diminue le risque cardiovasculaire, c'est-à-dire d'infarctus, d'AVC, de tout événement cardiovasculaire. Donc c'est évident, moi c'est ce que je dis souvent aux gens, surtout quand ils n'ont pas fait l'infarctus, quand on les traite avant, souvent ils sont un peu choqués qu'on leur découvre une hypertension, un cholestérol, de l'athéro, mais je leur dis, mais vous avez de la chance, parce que oui, vous avez un problème, mais on va le traiter avant qu'il y ait quelque chose de plus grave. Et peut-être grâce à ça, on va vous éviter autre chose de pire. Donc, il faut toujours mettre les choses en perspective, mais je comprends tout à fait que quand il y a quelque chose qui te tombe dessus de nulle part, tu as la peur de te dire, est-ce que demain, ça peut revenir pareil?
Donc, je pense que cette peur, elle est légitime. Je pense néanmoins qu'il faut en parler au médecin qui connaîtra bien le dossier de chacun pour pouvoir le rassurer de façon appropriée ou s'il y a des points de fragilité, des restrictions à l'effort, des restrictions de vie, lui dire. Mais globalement, quand on est bien suivi, bien traité, le risque de récidive, il est minime. Ça ramène aussi à la finitude. On vit tous les jours avec une certaine inconscience, hein, et heureusement d'ailleurs. Et puis à un moment, quand il t'arrive un truc comme ça, bah, tu te dis, bah non, en fait, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. En tout cas, chez moi, ça a été tellement violent et sans phase d'alerte que de toute façon, ça a été d'une violence incroyable, hein. Et mon autre peur que j'ai eue, c'est toujours lié à la peur de la récidive. Je me suis dit à partir de 3 4 mois, c'est si je refais justement un infarctus, mais ce sera quoi mon état après? On m'a expliqué que même si j'ai une récidive, ça ne veut pas dire que ce sera la même chose que j'ai eue. Et en fait, c'est très lié aussi, d'après ce que j'ai compris, hein, à la position de la cicatrice vis-à-vis du cœur. Il y a des gens qui font a priori des infarctus qui ont quasiment pas de séquelles et d'autres qui ont beaucoup de séquelles. Et en fait, c'est pas parce que j'ai fait un infarctus comme ça que si je refais un jour un infarctus, ce sera exactement la même chose et je serai dans le même état. Chaque histoire et même chaque épisode d'une même histoire est différent. Comme on l'a déjà dit, il y a vraiment tout un panel d'infarctus dans les causes et dans les conséquences, des conséquences infimes, quasi invisibles, ou pire, on va dire. Et les risques de récidive sont différents aussi selon les causes de ces infarctus et les conséquences d'une récidive seraient aussi différentes selon effectivement le cœur qu'on a au préalable. C'est-à-dire sur un cœur extrêmement fatigué, on n'a plus trop droit à l'erreur. Sur un cœur en très bonne santé, je dis pas qu'il faut en faire un, je dis juste qu'il serait a priori plus d'amène à pouvoir encaisser un autre impact, bien que souvent dans l'infarctus, le REM, c'est que ça peut être qui tout double, hein. Quand tu fais la mort subite, c'est la mort subite, ça peut être juste un petit caillot, mais si ça part en trouble électrique, c'est fini. Donc, il y a tout un panel de choses. Chaque nouvel épisode a ses nouveaux risques qui peuvent aller du moins au pire. Et on peut aussi cumuler les causes. C'est-à-dire, on peut avoir une cause d'infarctus A, et puis en fait, finalement, faire une récidive B, et puis à la fin, faire un AVC. Enfin, heureusement, c'est pas le plus fréquent, parce que vraiment, quand on est très bien soigné dès le départ, on réduit de façon importante les complications, les récidives cardiovasculaires. Mais avoir eu un problème n'immunise pas contre tous les autres problèmes. C'est ce que j'ai tout le temps, un train peut en cacher un autre. Donc, on peut avoir des problèmes différents qui peuvent se chevaucher, qui peuvent intervenir les uns après les autres. En cardiovasculaire, les facteurs de risque sont quand même assez similaires pour la plupart des pathologies cardiaques, que ce soit les troubles du rythme, les insuffisances cardiaques. On retrouve toujours un peu les mêmes facteurs de risque. Et c'est les mêmes qu'on va traiter de façon drastique après un infarctus ou un AVC, qui font que va franchement limiter le risque de récidive de chaque complication, de chaque facteur de risque ou du cumul. Donc, quelqu'un qui est bien traité a beaucoup moins de risque de faire un infarctus que quelqu'un qui a tous ces facteurs de risque-là, qui ne le sait pas et qui n'est pas soigné pour. Donc, il faut arriver à mettre ça en perspective. Mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui a déjà fait un événement passe d'emblée à haut risque de récidive. Parce que si on ne le soigne pas correctement, le fait d'avoir fait quelque chose, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de chances de refaire. Donc, voilà, il y a quand même deux choses. C'est que oui, on a un risque, mais qu'en traitant très bien les facteurs de risque, on le baisse nettement et qu'on passe en dessous de la plupart des gens qui ne se connaissent pas malades et qui donc ne se soignent pas. Moi, tu vois, les mots ont beaucoup de sens pour moi et souvent on me dit que je suis à haut risque et je mets pas ça, tu vois, comme tu l'expliques. Quand on me dit je suis à haut risque, ça veut dire que je suis à haut risque de refaire quelque chose, tu vois. Quand on fait un infarctus, bien évidemment, il y a tout ce qui est posologie, hein, qui est lié là aussi tout à fait par rapport à la gravité de chacun. Mais est-ce que il y a des manières de se remettre en forme? Moi, ce qu'on m'a expliqué souvent aussi quand j'étais en soins intensifs, c'est que c'était bien quand même d'avoir une certaine conscience de la gravité de ce qu'on faisait, parce que qu'ils avaient remarqué, on va le dire comme ça, souvent quand on prend pas conscience, on pense qu'on va revenir tout de suite à la vie d'avant et quelque part, on loupe certaines étapes qui sont indispensables pour bien se remettre sur pied. Alors, c'est vrai que moi, je pense pas avoir vu beaucoup de gens qui n'avaient pas pris la mesure de leur infarctus. C'est plutôt l'inverse. J'ai quand même vu beaucoup plus de gens
très stressée. J'ai constaté de par ma pratique que dans le mois qui suivait l'infarctus, énormément de patients avaient des douleurs thoraciques, Mmh. différentes de celles de leur infarctus, mais forcément qui les terrorisaient. Et il y en a beaucoup qu'on a dû renvoyer à la coro pour revérifier les coronaires, les stents qui avaient été posés éventuellement, pour vérifier qu'il n'y avait pas de nouvel événement. Ouais. Et quasiment chaque fois que j'ai fait renvoyer un patient en coro, il n'avait jamais rien. Mais lui, il avait la douleur, il était terrorisé et c'était pas envisageable de continuer sans lever le doute. Non. Et donc ça, je l'ai vu vraiment très souvent. Et pourtant, à ma connaissance, ces douleurs-là, on les explique pas vraiment. Et on les expliquait pas par un problème coronaire puisqu'il n'y en avait plus. Donc, Je te dirais que moi, je les ai encore, hein, les douleurs, ce que j'appelle des douleurs fantômes, en fait. Mais en tout cas, je trouve que ce qui est hyper compliqué, c'est que le cœur, alors peut-être c'est parce qu'on est plus focalisé dessus, ce qui se comprend aussi dès qu'on a quelque chose. Et moi, mon cœur, je le sentais pas du tout avant, et maintenant, je le sens énormément. Et il me fait des douleurs que je faisais pas, et comme tu dis, des douleurs thoraciques, où j'ai les douleurs, en fait, aussi, qui reviennent assez régulièrement, qui sont liées au circuit que ça a pris. tout à fait. Mm. Tout à fait. En fait, donc c'est ce qui ressemble effectivement au mécanisme des douleurs fantômes après une amputation. Et donc, on évalue que certaines fibres nerveuses cardiaques peuvent devenir un peu hyperactives ou mal cicatrisées et probablement créer des sensations douloureuses qui n'ont pas de réelle cause organique. Et on peut supposer qu'avec le niveau de stress et la peur, on peut aller déclencher ces douleurs qui vont être déconnectées d'une réalité organique et qui vont se reproduire. Alors, c'est rarement exactement les mêmes. Enfin, moi, de ce qu'on me décrit, c'est rarement exactement les mêmes. C'est quand même souvent moins intense, pas reproduit dans les mêmes conditions. Mais par contre, c'est vrai que la peur qui est engendrée est la même. Donc souvent, on lève le doute sur les premières douleurs pour voir qu'effectivement, c'est pas ça. Mais ça fait pas forcément cesser les douleurs. Et il y en a qui peuvent effectivement être hantés, parce que finalement, on part sur le vocabulaire du fantôme, être hanté par ces douleurs et par la peur que ça génère, et vivre un peu dans cette peur. Mm. Donc, je pense qu'on s'approche quand même aussi du trouble anxieux post-traumatique, Mm. comme tu le disais, parce que oui, l'infarctus, c'est un traumatisme. Et je pense que c'est important d'avoir une prise en charge psychologique pour pouvoir améliorer la prise en charge de ces troubles qui veulent dire autre chose qu'une simple douleur. Mm. Et je pense qu'après un infarctus, il y a toute une prise en charge globale psychologique sur sa vie, sur la façon dont on s'est vu fragile, dont on s'est vu peut-être mourir, dont on appréhende la suite. Est-ce qu'on est diminué? Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie? Réapprendre à vivre avec. Et je pense que la prise en charge psychologique, elle est essentielle. Moi, j'ai été prise en charge, j'étais à l'hôpital. Il y a un moment, quand il y a le choc, j'ai pas pu contenir. Pour le coup, j'ai pleuré. Et ils m'ont envoyé le psy, ils m'ont demandé si je voulais le psy, et j'ai été suivie pendant plus de 6 mois. Et j'ai fait des syndromes post-traumatiques avec des crises d'angoisse, mais je trouve que ça a été plutôt bien parce que j'en ai fait deux, et comme j'étais suivie par le psychologue, en fait, j'ai réussi à me réguler très vite. Même encore maintenant, ponctuellement, je vais voir le psy quand je vois que ça me dépasse totalement. C'est surtout la violence en fait du choc et toutes les conséquences qu'il y a derrière pour soi. Et toi aussi, toi, tu dois le voir, c'est aussi pour la famille qui est autour. Et c'est comment on gère soi, diminuer, et bien évidemment aussi la famille et les très proches, hein, qui sont aussi totalement anxieux et qui transmettent sans le vouloir leur propre anxiété en fait. Tout à fait. Tout à fait. Il y a tout un environnement, mais bon, c'est normal, tout le monde a sa propre peur projetée avec les gens autour. Et je pense que finalement, chacun aussi a sa prise en charge psychologique propre à faire dans son rôle, dans ce qui s'est joué. Ouais, tout. Mais oui, l'infarctus, ça n'est pas anodin, parce qu'on sait qu'on peut en mourir, parce qu'on sait, comme tu dis, que ça peut revenir, même si le risque est faible une fois qu'on est traité. Moi, j'ai vu beaucoup de patients très déprimés ou à pas oser reprendre le sport, à pas arriver à reprendre une vie normale. Donc, je pense que le temps psychologique, il est important. Donc, tu parlais de la réadaptation cardiaque qui est indispensable après tout type d'infarctus, parce que c'est un temps où effectivement, il va y avoir, alors il n'y a pas forcément une prise en charge psychologique en tant que telle, mais en tout cas, il va y avoir des groupes de patients, déjà des groupes de parole. Donc, c'est important de rencontrer des gens qui ont vécu un peu la même chose que nous, ou en tout cas qui ont un ressenti de patients, de malades, et de pouvoir échanger avec. Ensuite, ça va nous apprendre à bien connaître notre maladie, à reconnaître les symptômes, à savoir à quoi servent nos traitements, quels sont les objectifs d'hygiène de vie, voilà, avoir des connaissances en nutrition,
à reprendre le sport de façon encadrée, donc que ce soit pour la sécurité ou pour placer des objectifs, et ensuite de pouvoir ressortir de là, rassurés, en ayant retrouvé une forme physique qui nous permette de continuer à la maison et en ayant des bonnes bases d'hygiène de vie qu'on va pouvoir poursuivre ensuite. Mhm. Moi, j'ai travaillé aussi en rééducation cardiaque et il y avait des patients, des groupes de patients qui avaient hyper bien sympathisé, qui avaient créé des groupes entre eux, qui allaient marcher entre eux. Ça crée une super dynamique et de pouvoir rebondir justement après la maladie. Et nombreux étaient aussi ceux qui disaient, moi, je me sens mieux maintenant Mhm. qu'avant. Parce qu'effectivement, ceux qui faisaient pas du tout de sport, qui mangeaient pas bien du tout, etc., quand ils reprennent leur vie en main, ben, finalement, ils se sentent mieux. Donc, il n'y a pas de fatalité, tout est possible, on est tous différents. Ce qu'il faut, c'est s'écouter et être indulgent avec soi-même, accepter ses faiblesses et ses peurs, et puis travailler dessus pour arriver à vivre avec. Et moi, je rajouterais aussi peut-être se mettre sous cloche un petit peu de temps. Je m'occupe que de moi, que de moi, que de moi. Et en fait, je me remets sur pied correctement. Parce que j'ai eu l'impression que si j'avais pas ce temps de remise en conformité, je sais pas comment dire, je vais dire comme ça me poursuivrait très très longtemps. Et par rapport, tu vois, tu as dit la rééducation cardiaque, moi j'en ai pas eu par exemple. Donc je l'ai fait, non, j'en ai pas eu. Donc je l'ai fait vraiment au feeling. J'ai eu C'est le vrai que c'est psy. dommage, parce que probablement que ça t'aurait permis d'accélérer ta récupération Mm, de façon globale, parce que quand on a peur de tout, de son corps, de ses capacités, mm, pouvoir faire ça sous l'œil de professionnels dans un milieu de santé, je pense que c'est essentiel. La rééducation cardiaque, ça a montré un énorme bénéfice cardiovasculaire, mais on va forcément moins l'évaluer facilement que mettre un traitement, mettre un stent, etc. mhm. Après, voilà, le stent dans l'infarctus, il n'y a aucun sujet là-dessus, c'est vital. Ça ne dispense pas de faire de la rééducation et de contrôler tous les facteurs de risque cardiovasculaire, et ça, la rééducation, c'est essentiel pour ça. Et Mhm. ensuite, pour la remise au sport, parce qu'il y a des gens qui faisaient du sport avant, mais la plupart n'en faisaient pas du tout. Et se mettre au sport quand on n'a jamais fait, que tu sors d'un infarctus, je C'est pense que tout seul, terrible. c'est voilà. Ça permet de faire un peu de renforcement musculaire, de démarrer l'endurance, d'avoir une surveillance, donc une télémétrie, c'est-à-dire d'avoir capteur de CG pendant l'effort pour dépister un éventuel trouble du rythme cardiaque. Et donc, ça permet de reprendre en sécurité avec les conseils du coach Mm. sportif, de l'éducateur sportif, etc. Et ensuite d'avoir les bonnes bases pour rentrer chez soi et pour continuer chez soi. D'accord. Donc, c'est la clé. Et tu crois que la nutrition aussi, la réadaptation nutritionnelle, c'est quelque chose qui devrait quasiment être obligatoire, en tout cas, non pas forcément par un centre, mais aussi se poser les bonnes questions. Alors, et dans le centre de réduc, tu as la prise en charge nutritionnelle, Ouais. tu as le versant éducation thérapeutique sur la maladie, tu as le versant nutritionnel et le versant sport. Normalement, c'est tout ensemble. Ouais. Et donc, oui, la nutrition, dans les 4 grandes bases de l'hygiène de vie, qui sont nutrition, sport, sommeil et stress, ça a une part énorme. Et peu de gens, en fait, connaissent vraiment la bonne façon de se nourrir. Après, je ne le dis pas moi-même, j'en apprends tous les jours, d'autant plus depuis que je suis sur les réseaux. Des choses qui pourtant me semblaient acquises et qui ne le sont pas, parce qu'en fait, déjà, les choses, elles évoluent. Les croyances qu'on avait quand on était peut-être petit, ou avec lesquelles on a été éduqué, elles ont peut-être changé avec la recherche aujourd'hui. Ensuite, on a pu dévier progressivement sans se rendre compte qu'en fait, quand on mange tel ou tel produit, c'est de l'ultra transformé. Parce qu'en fait, ben, ça paraît anodin ou c'est pas grand-chose, ou voilà. Et puis, au niveau de la constitution d'un repas, au niveau de la répartition, on peut croire que parce que c'est des bons légumes et des bons machins, c'est bon, mais qu'en fait, si tu n'as pas de féculents, pas de protéines, bah, tu vas avoir faim dans 2 heures, tu vas grignoter un truc et qu'en fait, ça ne marche pas du coup. Donc, tu peux avoir l'impression de bien faire et en fait, c'est une fausse bonne idée. Donc, oui, je pense qu'avoir une espèce de cours de nutrition, c'est-à-dire revoir les bases de nutrition avec quelqu'un qui s'y connaît bien, je pense que c'est essentiel. Mm. Si tu as envie de prendre soin de ta santé, c'est hyper important. Moi, j'ai pris aussi un nutritionniste et je me suis rendu compte d'une chose toute bête, c'est par exemple que je ne mangeais pas assez de glucides. J'avais une très bonne alimentation, mais je mangeais pas assez de glucides. Et en fait, le gros problème que j'ai eu et que je continue à avoir, c'est la fatigue. Je me suis rendu compte qu'avec la nutrition, j'arrivais un peu plus à réguler mes états de très très forte fatigue. En tout cas, tu as eu les bons réflexes parce que malgré que tu n'as pas eu de réduc, tu as fait tout ce qu'il fallait. Bah, écoute, Psychologique, nutritionnel et sportive.
Ouais, mais c'était en plus, c'était instinctif, hein. J'étais quelqu'un qui écoutait pas son corps. Donc là, j'ai été contrainte et forcée de l'écouter. Il y a un moment, en plus, 7 jours en soins intensifs, ça te remet les chakras en place, hein. Donc, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je vais tout essayer et puis je vais voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis, ce qui ne marche pas forcément là, peut marcher un peu plus tard. Et par exemple, sur le sport, je regrette pas parce que moi, j'ai commencé, avant de reprendre la boxe, j'ai commencé juste par la marche et je trouvais que c'était très intéressant, même si ça a été dur, hein, vraiment se mettre en marche avec la fatigue, etc. Ça a été excessivement dur, mais il y a on voit les progrès, en fait. Et ça, Tout à c'est fait. important de voir qu'on progresse et que c'est pas une fatalité, qu'on reste pas comme ça tout le temps. Et pour le moral, en tout cas, j'ai trouvé que c'était important. Et d'être bien accompagné aussi, c'est important parce que moi, j'ai la chance d'avoir un super coach, hein, et dans les moments de mou, eh ben, c'est ce qui ramène aussi un peu de vigueur en disant, mais regarde ce que tu as fait, regarde d'où tu es parti, regarde où tu es maintenant. Voilà. C'est Ouais, c'est stylé, important, ouais. ouais, d'avoir des points de repère et des vigies quelque part qui nous sécurisent et être aussi bien entouré par des médecins ou par une équipe soignante. Pour moi, c'est très important aussi parce que bah, ça sécurise et je pense qu'on a besoin de réconfort à certains moments, même si on le dit pas, même si on ne pleure pas devant, mais juste se sentir écouté quelque part, et bah, quelquefois ça suffit, quoi. Peut-être pour une fois, j'irai un peu dans le sens de tendre un peu la main aux hommes qui, peut-être encore moins que les femmes, osent demander de l'aide ou parler de leurs angoisses ou du stress ou de leur mal-être et qui peut-être restent encore plus, alors que nous, on a peut-être plus l'habitude de se confier, de demander de l'aide ou de s'en procurer Mm. et d'écouter un petit peu nos sentiments, quoi. Ouais. Sauf que je suis tout à fait d'accord, hein. Et d'ailleurs, en soins intensifs, il disait que les gens qui voulaient tout de suite reprendre une vie d'avant ou qui avaient une sorte d'invulnérabilité, c'était souvent chez les hommes qui ça se retrouvait plutôt que chez les femmes, en fait. Mais souvent, en tout cas, pour en avoir parlé avec certains hommes qui ont fait des infarctus, ils le payent à un moment parce qu'ils se rendent compte, ils sont face à la réalité et il y a un mur, quelquefois et c'est tout aussi violent. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est chez les femmes, et on en parlait dans le deuxième épisode, c'est aussi taire certaines choses et taire leur diminution, parce que quelquefois, elles ont tellement de choses à faire que bah, il faut quand même les faire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'était ce qui était dur. Donc, c'est se réapproprier un corps qui était totalement affaibli et de le reconstruire. Et moi, ce qui me poursuit encore, c'est la fatigue. Et c'était même pas de la fatigue au début, c'était de l'épuisement. Et cet épuisement, je l'ai vraiment ressenti très très fort avec ce médicament qui est les bêta-bloquants, où on a l'impression d'avoir une chape de plomb. Alors, je sais que c'est fait exprès pour nous ralentir, mais c'est un sacré médicament, ce truc. Donc effectivement, je pense que juste après l'infarctus, il y a plusieurs paramètres qui fatiguent énormément. Déjà, il y a le contre-coup du choc et du stress engendré. Ensuite, il y a que même une personne en bonne santé qu'on laisserait une semaine en soins intensifs, je pense qu'elle met un mois à s'en remettre parce que tu ne dors jamais vraiment, ça sonne dans tous les sens, il y a du monde qui passe tout le temps. Ensuite, le cœur qui en a pris un coup. Quand le corps il souffre comme ça de façon aiguë, il y a forcément un contre-coup derrière pour récupérer. Quand tu as la grippe, tu t'attends pas le lendemain de ton dernier jour de fièvre à aller gambader comme si de rien n'était, quoi. Sauf que là, c'est moins palpable. Mais effectivement, le corps a besoin de temps pour récupérer. Ensuite, la fatigue chronique, elle peut être due, comme tu l'as souligné, au traitement qu'on met, puisqu'il y a nos bêta-bloquants qu'on adore, surtout en post-infarctus immédiat, parce que ce sont des grands protecteurs du cœur. Ils limitent vraiment le risque de souffrance cardiaque en baissant la fréquence cardiaque, en baissant la tension et en baissant la puissance de contraction du cœur. En fait, il met effectivement le cœur au ralenti, au repos. Il l'empêche de s'accélérer trop, de trop s'exciter. Donc, on le bride. Mais parfois, il y a des gens qui vont vraiment mal le vivre, avec l'impression d'être bridés tout le temps dans leur vie. Donc, effectivement, de tirer un char, d'être épuisé. Il peut aussi y avoir des effets indésirables des bêta-bloquants et des gens qui font des cauchemars ou des gens qui ont vraiment une fatigue complètement disproportionnée ou un essoufflement très important. Moi, j'ai eu le syndrome de Le Raynaud. syndrome de Raynaud, Ouais. voilà. Donc, tu peux avoir ça également.
Et puis, il y a souvent mais d'autres traitements comme des IEC, Ramipril, Coversil, et cetera, qui en fait vont avoir pour but d'améliorer la récupération du cœur, de protéger également le cœur pour éviter qu'il y ait une grosse séquelle, une grosse cicatrice. Mais la contrepartie, c'est que ça fait baisser la tension. Et donc, on peut se retrouver avec une tension assez basse, plus basse qu'on avait avant, de par les IEC, de par les bêta-bloquants, et des fois aussi on peut être bradycarde, donc avoir la fréquence cardiaque très basse. Et tout ça, ça peut contribuer à une fatigue qu'on va se traîner après tous les jours. Plus, il peut y avoir un contre-coup psychologique avec des fois une dépression qui peut aussi aller aggraver ce phénomène. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui jouent, sans compter qu'on a pu parfois avoir besoin de rééquilibrer sa vie ou de changer des choses qui peuvent être difficiles aussi, ou d'avoir des changements d'hygiène de vie qui peuvent être un peu compliqués à gérer si quelqu'un s'arrête à fumer du jour au lendemain, ou de modifier, d'arrêter peut-être de consommer des choses qu'on adorait, qu'on ne peut plus. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, qui font qu'on peut se sentir puni de par les traitements, de par le changement d'hygiène de vie, de par ce qui nous est arrivé, parce que peut-être des fois on trouve ça injuste, et ça peut être compliqué de retrouver sa forme. Après, il faut être indulgent, il ne faut pas hésiter à en parler au cardiologue, parce que parfois, si la bradycardie est excessive, on peut aussi alléger les traitements, en modifier certains, donc il ne faut pas hésiter à en parler. Et puis, voir si au bout d'un moment, on peut limiter certains traitements ou en privilégier d'autres. Après, c'est vrai que nous, les bêta-bloquants, en post-infarctus immédiat avec des séquelles, on insiste un peu. Moi, en tant que médecin, je préfère que le patient soit fatigué plutôt qu'il n'ait pas de bêta-bloquant. Après, c'est sûr que ça peut être difficile à vivre. Je les ai eus 6 mois, les bêta-bloquants. Et après, on les a arrêtés. Et j'ai revécu. Oui, donc tu vois, clairement, Ouais. il y avait un lien de cause à effet. Clairement, il y a un gros lien. Et de toute façon, même avec le syndrome de Raynaud, en plein hiver, j'en pouvais plus, quoi. J'étais dans un état Après, c'est du cas par cas. Nous, c'est le bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'au tout début, le bénéfice, il est énorme, donc on va vraiment insister. Et ensuite, passer l'aigu, quand tout est bien stabilisé, le bénéfice réduit. Donc, si la gêne est très importante, eh ben, des fois, on va effectivement pouvoir les arrêter ou les diminuer pour que ce soit plus supportable pour le patient. Parce qu'après, effectivement, se traîner dans sa vie, c'est pas une vie, mais on veut que les gens ils aillent bien. On ne veut pas qu'ils soient l'ombre d'eux-mêmes.